Et bien le bonjour YouTube, nous sommes en compagnie de nos amis Twitch. Nos amis Twitch que vous connaissez si bien, ils sont ici sur le côté. Comme d'habitude, on a pris les devants, on s'est déjà dit bonjour. Ensuite, on vous dit bonjour à vous. Regardez, c'est synchronisé, c'est beau. Est-ce qu'on dirait presque qu'on les répète? Presque. Presque. Là, Théo il se pose des questions et il va se répondre en commentaire sur la vidéo YouTube. N'hésitez pas à faire pareil. C'est go follow ma chaîne Twitch. Voilà, go follow ma chaîne Twitch, nous dit Vererong, mais peut-être qu'il parlait de la sienne, je ne sais pas. Mais en tout cas, rejoignez le Discord si vous voulez voir les amis en stream, bien évidemment. Sans plus tergiverser, nous allons commencer notre nouvelle Védothèque. Si vous êtes nouveau, vous ne savez peut-être pas ce qu'est la Védothèque et ce n'est pas grave. Alors on va vous dire tout simplement ce que c'est. La Védothèque, c'est une partie de la bibliothèque qui est planquée là en haut. Une bibliothèque essentiellement basée sur les mangas. Pourquoi ce serait juste une Védothèque? Parce qu'en plus de ça, on ajoute la vidéothèque, c'est-à-dire des séries, des films, plus en lien aussi avec l'univers du manga, donc plutôt des animés, des films de production asiatique et que ce soit film production asiatique original ou que ce soit du live action adapté de manga, bien évidemment. Donc on est plutôt orienté sur des nouvelles productions d'Asie de l'Est pour le coup même d'ailleurs. La Védothèque, c'est une envie à la base de partager mon expérience et ma passion pour les mangas et les animés. Je suis très loin d'avoir toutes les connaissances sur le manga et encore moins sur les animés, mais c'est à la base quelque chose qui me passionne. J'ai eu une expérience en librairie, la passion. J'ai eu une expérience en librairie, une librairie spécialisée dans le manga à Strasbourg qui s'appelle Le Camphrier, où j'ai pu bosser là-bas et découvrir vraiment plus largement les mangas, ce qui nous conduit aujourd'hui à cette Védothèque. Sachez en tout cas que si vous êtes nouveau ou que vous n'êtes pas nouveau, à n'importe quel moment sur YouTube, sur la chaîne, vous pouvez retrouver les rediffusions et les précédentes émissions de la Védothèque. Donc le mercredi, les nouvelles Védothèques sont publiées. Le samedi, les nouvelles Aftertech sont publiées. Le lundi soir à 21h, tout est en live sur ma chaîne Védo. Vous avez tous les liens en description. Et si vous avez envie de voir ou de ne pas louper une émission, n'hésitez pas soit à follow YouTube, soit à follow la chaîne Twitch, c'est vachement plus simple. Et donc sans plus tergiverser, on passe à l'introduction et à la présentation de notre manga. C'est la fin de l'intro de la Védothèque. Nous allons passer à notre sujet du jour. Pour la 6ème émission, nous allons parler de Re-Life. Re-Life, si vous avez regardé les anciennes Aftertech, nous en avons déjà un peu parlé. C'est un des mangas, c'est le manga unique dans ma bibliothèque et il va être unique dans un point. C'est le seul manga que je possède qui est édité entièrement en couleur. C'est-à-dire que généralement dans un manga, vous avez les premières pages qui sont colorisées et encore ça dépend lesquelles. Et celui-là, il est entièrement colorisé. De la première de couverture jusqu'à la 4ème de couverture. Le fond Valorant, ouais, il y avait un stream en fond et du coup je l'ai laissé, c'était cool. Re-Life, c'est un manga qui a débuté en 2013 au Japon. Il a commencé de manière plus particulière que tout ce que je vous ai présenté jusqu'à présent. C'est un manga qui a été publié en webcomic. C'est-à-dire qu'à la base, il n'était pas publié dans un weekly japonais comme un One Piece, comme tous les autres mangas que je vous ai présentés jusqu'à présent. Il était sur du scan en ligne. Et donc il sortait chapitre par chapitre. Ça a commencé en 2013. Et le succès de ce webcomic lui a permis de passer en reliure à partir de 2014. Donc il a fallu une année avant que le succès florissant
de ce manga lui permettent d'accéder au monde papier et donc d'être entièrement en couleur parce qu'à la base, c'était publié en ligne. Et donc en ligne, c'est vachement plus accessible de mettre de la couleur dans le manga. Et ça a été gardé sur la version papier. Heureusement, c'était très plaisant. On a eu accès à ce manga en France à partir de 2016, donc 2 ans après son arrivée en manga papier et 3 ans après la création de ce manga. Catégoriquement, c'est un shonen, plutôt bien classé pour le coup, c'est une bonne cible principale, mais à la base, mais sinon plus largement, vous pouvez, très accessible à n'importe quelle cible de lecture pour le coup. Là, faut juste même adulte, c'est ok en fait. Enfin, shonen, c'est déjà ciblé pour les jeunes adolescents, donc c'est adolescent et plus très largement. D'ailleurs, il est en recommandation 14+, parce qu'il y a des notions au tabac, il y a des notions à l'alcool. C'est la seule chose. En France, comme vous le voyez, c'est Kiyun qui édite le manga en version papier et de manière très drôle, nous l'avons également en version traduite numérique sur le site qui s'appelle Dailytoon. Donc si jamais c'est du scan officiel, ce qui est mieux bien évidemment pour soutenir les acteurs de l'industrie du manga. Donc c'est Dailytoon, D-E-L-I-Toon, T2ON. C'est une plateforme officielle, donc si jamais vous n'avez pas forcément la place d'acheter les tomes, eh bien vous pouvez les consulter en numérique de cette manière, totalement légale, en soutenant la licence. D'ailleurs, vous voyez en ma possession 14 tomes. La série actuellement est terminée, mais en 15 tomes. Le 15e tome en France sort le 15 avril. Voilà. Le 15 avril, c'est plutôt beau. Donc c'est une série finie. Moi en termes de lecture, je suis à la moitié, je suis au tome 7. En termes de lecture, je suis au tome 7, donc plutôt bien progressé à ce niveau, mais j'ai encore plein d'histoires à découvrir. Et vous avez aussi le temps d'ici avril pour avoir le 15e et ne pas attendre 1 mois, 2 mois, 3 mois, 5 mois, 1 an, comme des fois on doit attendre pour des tomes de fin de série, parce que ça nous fend le cœur, surtout quand on sait que c'est le dernier. Ça laisse le temps de lire tout ça. Ça laisse un temps faramineux, Thomas, d'être à jour sur ce manga. Donc, ça c'était pour faire un peu la présentation de base de Re-Life. 15 tomes, série finie, on est bientôt à la fin. Ça va me briser le cœur, de toute façon, de devoir laisser tous les personnages, mais du coup je vais vous en dire un peu plus sur l'histoire. C'est mieux pour vous mettre dans l'immersion. Donc déjà là vous avez un beau visuel, vous voyez un peu les personnages de Re-Life. À 27 ans, la vie d'Arata, c'est la personne au milieu, spoiler en premier plan, est loin d'être celle qu'il imaginait 10 ans plus tôt. Sans travail, sans petite copine, il n'a même pas le courage d'avouer à ses amis qu'il est sans emploi et se force à jouer la comédie. Son erreur a été de démissionner de son premier poste seulement 3 mois après son entrée dans l'entreprise. Sur un CV, ça ne pardonne pas. Chaque entretien d'embauche se solde par un échec. Cerise sur le gâteau, sa mère lui porte le coup de grâce en lui annonçant la fin de son soutien financier d'ici 1 an. Arata est au bord du gouffre quand le mystérieux Ryo Yoake, alors Ryo il est juste là en dessous de moi, tu l'as tout à l'extrémité, comme ça vous savez qui c'est, employé de l'institut de recherche Re-Life, frappe à sa porte et lui propose de participer à une expérience de réinsertion sociale, qui passe par une année de retour au lycée. Le jeune homme n'a rien à perdre. Il avale la pilule qui lui redonnera l'apparence de ses 17 ans et reprend le chemin de la terminale. Sa nouvelle vie d'adulte parmi les ados commence. Voilà. Si jamais il y a un truc qui vous a échappé dans tout ce que j'ai dit, n'hésitez pas. Vraiment n'hésitez pas. S'il y a un truc qui vous a échappé, il faut y aller.
Donc là, vous avez vu, je vous ai présenté vite fait 2 des personnages principaux, qui sont en l'occurrence Arata et Ryo Yoake. Mais entre les deux, vous allez voir Anne Onoya, que je vais vous présenter juste après. Et à la gauche de Arata, vous avez Shizuru Ichiro, que je vais également vous présenter juste après. Et au fond, derrière, là, vous avez encore d'autres camarades de terminale, qui seront des personnages, on va dire, plutôt secondaires à ce niveau, mais plutôt assez présents. Donc eux, je vais pas les présenter, mais vous les voyez, vous avez un peu un aperçu du chara design de la série. D'ailleurs, hein, série Akira, non, mauvais manga, effectivement. C'est Arata. D'ailleurs, série qui est très colorée, même sur les couvertures, vous avez chaque tome qui a une couleur. C'est quelque chose que j'aime beaucoup dans la bibliothèque. Cette série, elle rend très bien, elle est facile à trouver. D'ailleurs, en particularité de manga, avant que je passe aux présentations des personnages, c'est un manga qui est un peu plus grand que les autres. Vous voyez, là devant, vous avez un tome des Enfants de la Baleine qui est sur une taille totalement standard. Et là, d'ici, vous avez une phalange qui dépasse presque entière de Real Life. Donc le manga est un peu plus grand. Il est pas plus haut par contre. Et sinon, niveau épaisseur, bon bah, il donne un peu quoi. Il donne un peu. Le manga qui dépasse. Jamais, jamais au grand jamais dans ta vie. En achetant des mangas, tu peux avoir tous les mangas de la même taille. Jamais au grand jamais. Pourquoi ils ont tous un brassard noir? Quelqu'un est mort. Ils ont pas de brassard noir. Ça fait partie de l'uniforme, le bandeau noir ici. C'est ça dont tu parles, ça fait partie de l'uniforme. Ça dégoûte. Oui, ça peut frustrer dans la bibliothèque. Bah, moi j'ai une ligne à titre personnel qui est réservée aux mangas qui sont plus hauts que les autres. Parce que sinon je peux pas mettre la même hauteur d'étagère et ça me stresse. Voilà. C'était à titre personnel, fin de la parenthèse. Nous allons passer à Arata Kaizaki. Donc Arata Kaizaki, c'est notre personnage principal. Donc comme on nous le dit au tout début, il a 27 ans. Il est actuellement chômeur, on ne fera pas de parallèle. Il a quitté son premier emploi après seulement 3 mois. Ceux qui avaient suivi l'Aftertech connaissent les raisons de cette démission. C'était à cause du harcèlement que subissait sa supérieure. Et il trouvait ça inacceptable. Il voulait pas rester dans une boîte qui pratiquait le harcèlement. Il a décidé de démissionner. Alors ensuite, c'est là que rentre un peu la partie culture japonaise, parce qu'il a beaucoup de difficultés à trouver un nouvel emploi après son master, parce qu'il a quitté son dernier taf après seulement 3 mois, son premier taf après seulement 3 mois. Et en fait, au Japon, quand vous êtes dans une boîte, ils aiment bien les gens qui sont très fixes, donc les gens qui sont là longtemps. Quitter son premier emploi après seulement 3 mois, c'est très très mal vu, surtout quand on sort diplômé d'un master, etc. Donc, quand arrivent les raisons du fait qu'il soit sans emploi et qu'il ait quitté son emploi après seulement 3 mois, c'est la panique totale. C'est la panique totale pour lui et il n'y arrive plus. Voilà. Et donc au Japon, le problème c'est que c'est très compliqué dans cette situation-là. Des bars, c'est ce que j'ai fait. Bah au Japon, t'aurais été dans la merde. Voilà. Et donc il finit par travailler en fait dans un combini. Un combini, c'est une petite supérette. Et c'est les petites supérettes qui restent ouvertes très longtemps, à laquelle vous pouvez aller faire vos courses. Vous pouvez aller faire vos courses très facilement. Donc il finit par travailler dans un combini pour s'occuper, de faire de l'argent, parce que il a un soutien financier de ses parents, mais il cherche quand même à s'en sortir un peu, quoi. Et il passe son temps à faire semblant que tout va bien auprès de ses contacts, auprès des autres de son école, etc., qu'il a un boulot, et voilà. Donc que tout se passe assez bien. Et il arrive son coup de grâce, où la fin de son soutien financier va arriver, et il a 1 an pour trouver une solution avant d'être dans la mouise. Et vient, entre guillemets, à son secours
Ryo Yoake, 27 ans également. Lui, il a un boulot. Et son boulot, d'ailleurs, c'est le projet Relife. Porte le nom du manga, c'est le nom du projet. Et il rencontre Ryoake, enfin Arata. Il rencontre Araka à son boulot, donc au Combini. Et c'est là-bas qu'il lui fera pour la première fois la proposition de participer en tant que sujet au projet Relife. Et donc de prendre une petite pilule qui le fera rajeunir. Et donc qui lui donnera l'apparence de quelqu'un de 17 ans. Et de faire socialement une année de terminale de nouveau. Mais la carotte pour qu'il accepte, c'est qu'il promet à Arata, à sa sortie, d'avoir un taf. Il lui dit, c'est garanti, à la fin de ton année de terminale que tu fais en tant que sujet, tu auras un boulot. Donc, dans la tête, les timings sont parfaits. Soutien financier qui finit en 1 an, il fait sa terminale, et quand son soutien financier est fini, on lui a promis un job. Voilà. En termes de personnalité, Ryo, c'est quelqu'un de très enjoué, il sera très jovial, mais alors par contre, quand on touche au boulot, il est impérial, il est sérieux, rien ne peut le détourner de son sujet, de ses objectifs. C'est quelqu'un de très appliqué. Et donc là, ce sont nos 2 premiers personnages principaux que nous allons rencontrer en amont. Ensuite, nos personnages suivants, nous allons les rencontrer quand l'expérience Relife débute. Donc, nous allons rencontrer Chizuru Ichiro. Pas très facile comme nom, bien évidemment. Mais je vous promets, vous allez vous y faire. Elle est à la base camarade d'Arata, donc elle est dans la même classe que lui en terminale. Scolairement, alors ses notes, c'est là en haut, c'est masterclass. Il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Mais par contre, sur le plan socio-émotionnel, elle est là en dessous. 0. Aucune notion d'empathie, aucune notion d'amicalité. Enfin, elle est très froide avec les personnes. Et toute réaction ou chose qui lui échappe, elle cherche sur Internet. Vous voyez, si par exemple une personne réagit d'une manière à laquelle elle ne s'attendait pas à cause de ce qu'elle a dit, sa première réaction, ça va être de chercher sur Internet, et d'essayer de comprendre ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé comme ça. Elle déteste être dans l'incompréhension, et sur le plan socio-émotionnel, elle est souvent dans l'incompréhension, donc elle essaie de chercher des avis sur Internet. Et vous savez bien ce qu'on trouve sur Internet. On trouve tout et n'importe quoi. Bonjour, j'ai la joue qui me gratte, Doctissimo, vous avez un cancer, désolé. Alors que, voilà, t'as la joue qui gratte, t'avais peut-être un bouton, t'avais peut-être la peau sèche, on sait pas. Voilà, donc elle essaie de s'éduquer socio-émotionnellement, mais le problème, c'est que Internet n'est pas très viable. Et sur le plan socio-émotionnel, du coup, elle va évoluer aux côtés d'Arata Kaizaki, notre personnage principal, parce qu'elle le trouve très intriguant, et donc du coup ça va créer une sorte de relation entre eux, où ils sont chacun intrigués l'un par l'autre, un qui est trop présent socio-émotionnellement et l'autre qui est une annihilation du plan socio-émotionnel. Donc finalement ils vont se retrouver à évoluer l'un au contact de l'autre. Ça a donné un parallèle très drôle. En dernier personnage principal, nous avons Anne Onoya. Elle est nouvelle, comme Arata Kaizaki dans la classe. Donc c'est également ça. Elle est aussi nouvelle dans la classe, donc c'est pas le seul nouveau. Elle est toujours très joviale, de bonne humeur, prêt à déconner. Alors par contre, scolairement, c'est une brêle. Elle tient pas la route. Voilà, c'est une catastrophe. Et donc du coup, elle va commencer à traîner avec le groupe que je vous ai présenté, parce que il y a la tête de la classe, donc forcément, quand tu demandes un peu d'aide, un peu de rattrapage, il y a Chizuru dans le coin. Après, à côté, il y a nos autres personnages que je vous avais présentés, hein. Les 3 là derrière, hein. Il y en a un très bon en sport, il y en a une qui est très bonne en sport, celle aux cheveux rouges, elle est très bonne en sport et très bonne à l'école, donc elle voit Chizuru comme une
Elle voit Chizuru comme une rivale sur le plan intellectuel. Ensuite, voilà, après, il y a d'autres sportifs, etc. Donc, vous voyez que ça va créer des relations entre les personnages de proximité, mais sur plein de plans émotionnels. Est-ce qu'ils sont tous passés par le projet Relife? Le seul qui est passé par le projet Relife, c'est Arata. Voilà, ici, après, tu vois bien qu'il y a Ryo. Ryo également prend la même pilule pour surveiller Arata Kaizaki. Voilà, mais Arata est le seul à être sujet du projet Relife. Ryo, il est là en tant qu'observateur, bien qu'il ait consommé la même pilule, quoi. Donc Ryo est à peu près là aussi en tant que nouveau, sauf qu'il était là en première, donc il n'est pas vraiment nouveau. Le blond à gauche est cute. Bah, tu le verras dans le manga, il est plutôt sympa. C'est un petit simplet. Il est sympathique. Bien. Ça, c'était notre partie Relife. Je vous ai présenté Relife, je vous ai présenté le projet Relife, je vous ai présenté le manga Relife. Donc, on va suivre une année de terminale, mais avec un diplômé de master dans la merde professionnellement, qui tente un tout pour le tout afin de retrouver un travail. Et finalement, on se retrouve avec un adulte qui va se retrouver de nouveau dans des problèmes d'adolescents, d'enfants, des problèmes auxquels on a été éloigné pendant longtemps, des évolutions sociales, également des tiraillements personnels. Lui, il sait que dans un an, il ne verra plus aucune de ces personnes parce que il faudra qu'il retourne à son âge réel. Donc à la fin de l'année, ce sera même plus 27, mais 28 ans. Il faudra qu'il retourne à son âge réel et il ne pourra pas prendre contact avec les autres parce que ça ne collera pas. Et donc ça mettrait à mal la confidentialité du projet Relife auquel il participe. Et c'est plein de tourments, c'est plein de... c'est un peu du social. On a un peu de social et plus que ça dans le manga, ce qui le rend très intéressant. Et ce manga, on le doit à une fantôme d'internet. On le doit à une fantôme d'internet parce que publiant des webcomics, à la base, elle était plutôt anonyme. Elle a fait son webcomic, donc Relife, et ça a pris du succès. Et donc du coup, forcément, elle a été amenée à faire des dédicaces, des interviews. Et quelles que soient les dédicaces et les interviews, elle n'a jamais montré son visage. Donc, les Japonais étant respect... Enfin, elle l'a montré, mais elle demandait à ce que ce soit jamais publié. Et les Japonais étant très respectueux, eh bien, il n'y a pas de photo d'elle, tout simplement. Elle s'appelle Très dur à dire, attention. Yayoiso. Yayoi-so. Il est très très dur à prononcer. En tout cas, c'est son pseudo d'auteur. C'est Yayoso. C'est une femme, c'est une auteure. Nous avons notre 6e auteur de manga consécutive. Alors là, elle a battu toutes nos exceptions par contre jusqu'à présent. Son premier manga a été un succès direct, internationalisé, donc il est disponible en France, il est disponible au Japon, il est disponible dans d'autres langues, c'était Relife. Il a même reçu un prix, souvenez-vous, je vous avais parlé du prix Kodansha, qui était une des plus grandes distinctions qu'on pouvait décerner dans le manga. Nous avions Silent Voice qui en avait reçu un, nous avions également Après la pluie qui en avait reçu un. Eh bien, sachez que Yayoi a reçu pour Relife également le prix du meilleur manga général, mais pour la 39e édition et pas la 40, donc une année avant Après la pluie que je vous ai présenté la semaine dernière, et cette fois c'est vrai, c'était vraiment la semaine dernière. Ouais, voilà. Donc on est de nouveau sur un manga qui a eu une très bonne distinction, il en a eu d'autres bien évidemment, mais il a eu une très très belle distinction qu'on peut pas lui enlever et que la lecture ne lui enlèvera pas non plus. On est sur un style très marqué, vous voyez déjà un parallèle d'une situation en manga sur la couverture, parce que vous savez qu'il va se retrouver à l'âge de 17 ans, et c'est un fumeur. À 17 ans, au Japon, on fume pas. Je vous donne déjà un exemple de situation qui peut arriver, et ça on le verra encore un peu plus tard. Voilà, donc ça c'était son premier manga, Yayoso, faut que j'arrête de le lire mal.
En tout cas que je pense le dire mal. Et en 2018, donc très récemment, hein, donc 2 ans après avoir fini Real Life, elle a commencé un nouveau titre qui s'appelle Blue Hearts, qui est tout là-bas au fond. Je les ai inversés pour une fois, c'était mal fait. Et il est également disponible en webcomic. Elle n'est de nouveau pas passée par la case édition papier dans un premier temps. Donc Blue Heart est également disponible en ligne. Je ne sais pas s'il est déjà venu en France. Je crois qu'actuellement, en termes s'il devait être relié, il y a 3 tomes existants. S'il devait être relié, mais c'est pas le cas. Donc c'est une aventure qu'elle a commencé maintenant il y a de nouveau 3 ans, vu qu'on est en 2021. Et c'est à peu près les seules choses que je peux vous dire sur Yayoi Uso. Parce que ça a été ses seuls projets. Donc c'était très particulier de faire des recherches sur elle. Parce qu'elle a une très petite bibliographie, on va dire. Dans la mesure où elle n'a pas écrit grand chose. Même pas dessiné d'autres. Vu qu'à la base c'était de l'édition en ligne. Et c'est plutôt cool de voir le format en ligne percer. Parce que comme je vous l'ai souvent dit, au Japon, ils n'ont pas beaucoup de place de stockage, d'où le format weekly qui est populaire. Mais du coup, le format en ligne également est populaire. C'est accessible très facilement sur une tablette, sur mobile. Vous lisez ça dans le métro. Vous avez fini de lire celui-là, vous passez directement un tel. Vous n'avez pas à vous balaguer avec un gros weekly. Et donc je pense que c'est un format qui doit très très bien évoluer au Japon également, comme les consoles portables. Voilà, mais c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Donc ça, c'était ses œuvres. Et Real Life a été un succès plus qu'honnête, car ça a donné lieu à pas mal de contenus dérivés quand même. C'est même sûrement le manga qui en a le plus. Il y a un animé qui a été sorti de juillet à septembre 2016, qui prend la première moitié du manga en termes d'écriture. L'animé fait la moitié des tomes. Et ensuite, ils ont sorti 4 OAV. 4. Ça, c'est 2. 4 OAV, donc 23 minutes, donc à peu près le temps d'un épisode, qui a complété les tomes qui n'existaient pas encore en manga, donc pour faire la vraie fin du manga. Le tout, donc animé et OAV, est disponible sur Crunchyroll si vous avez un abonnement Crunchyroll. Donc ça, c'est les premières choses qu'il y a eu. Il y a eu un live action, il y a eu un light novel, une pièce de théâtre sur lesquelles on va revenir juste après. Mais là, on va se faire un petit trailer. On va se faire un petit trailer comme vous connaissez. Et vous allez voir un peu les traits de la série et ce que vous pouvez y trouver. C'est sous-titré, bien évidemment. Eh oui. Retourner à l'école, se taper un contrôle de rentrée. C'est la rentrée, hein. Là, c'est la rentrée, hein. C'est le premier jour, hein. La première heure. Là, on va arriver à la situation dont je vous avais parlé. Vous avez vu la tête de Rio? Voilà, bien évidemment, c'était le trailer publié par Crunchyroll, parce que c'est eux qui le publient en France. Donc si vous avez un compte Crunchyroll, profitez-en finalement. Profitez-en tout simplement. Donc on a une animation qui ressemble
pas mal au manga. Le côté chibi est présent dans les deux. Je trouve que le côté chibi est plus accentué dans le manga. Le côté chibi, c'est, vous savez, quand ils ont les traits un peu plus lisses, genre la situation où il se fait réprimander et qu'il est juste en visage tout rond, par exemple, au lieu d'avoir son trait de visage naturel, on va dire. Le côté chibi, je crois qu'il est un peu plus présent dans le manga et plus accentué que l'animé. Mais dans les deux cas, c'est des choses qui rendent assez bien tout au long de votre lecture. Alors ensuite, il y a un live action. Oui, encore un live action. Il y a encore eu un live action qui est sorti en 2017. Alors par contre, de ce que j'en sais, parce que je ne l'ai pas vu, mais de ce que j'en sais, la fin est différente du manga. Donc ça ne sert à rien de le regarder en se disant que ce sera la même chose. Pour le coup, la fin est différente, c'est annoncé. J'ai pas trouvé un de trailer sous-titré. Je suis pas sûr qu'il existe, mais j'ai trouvé le film en entier sur YouTube, malheureusement. Mais voilà. Et en plus, je voulais pas me risquer à mettre un trailer parce que le trailer de la semaine dernière était banni mondial. C'est-à-dire que la musique qu'il y avait dedans rendait la vidéo indisponible dans le monde. Donc cette fois, je prends pas le risque. Sachez qu'il y a un live action. Je trouve les acteurs, de ce que j'ai vu, moins ressemblants quand même. En même temps, après, trouver des cheveux rouges, etc., je sais que c'est pas évident. Après, il y en a qu'une qui a les cheveux rouges, sinon, globalement, ils ont tous des cheveux assez sobres. Une un peu rousse-gris comme ça, enfin, un châtain gris, un châtain clair gris, qui est Anne. Mais sinon, je trouve que c'était pas spécialement ressemblant. Donc reconnaître les acteurs, enfin reconnaître les personnages par rapport aux acteurs, je trouvais que c'était pas une partie évidente. Et là en plus, bah la fin c'est même pas la même, donc il y a un intérêt mitigé à regarder. Hormis le fait qu'il y ait une fin différente, vous se dire tiens je suis curieux qu'est-ce qu'ils ont fait, mais voilà. Ensuite en contenu dérivé, il y a eu un light novel. Alors cette fois c'était, comme je vous l'ai dit, celui-là il a eu un parcours très différent de ce qu'on présente d'habitude. Vous avez dit qu'en temps normal c'est le light novel qui rend un manga populaire, c'est ce que je vous ai dit la semaine dernière. Bah cette fois le light novel il est sorti après, qui reprend entièrement le manga, donc fidèle à ce que vous auriez, enfin ce que vous lisiez en manga. Donc du coup le light novel est entièrement fidèle. Tant mieux, c'est généralement les light novels sont censés venir avant. Là pour une fois il vient après, mais alors là, ça a été mon point de déception. Ils l'ont jamais édité en France et le light novel n'est que disponible au Japon. C'est dommage. C'est dommage, je pense que c'est peut-être une partie qui manquait en France pour attirer des nouvelles personnes. Pour avoir le cœur de cible qu'on n'a pas en temps normal. Je pense que c'est la partie qui manquait en France et je suis plutôt déçu. Je me serais bien tenté. J'aurais peut-être acheté pour Lucci. Voilà. Et alors là, j'ai pas trouvé d'image. Mais je sais que ça existe pour le dernier contenu dérivé. Il y a eu une pièce de théâtre en 2016 au Japon. Je ne sais pas du tout ce que ça a pu donner. Je ne sais pas ce que ça a pu donner. Il y a moyen que ce soit drôle, mais il y avait voilà, une pièce de théâtre qui a existé. Et pour le coup, je trouve que tout ce qui est arrivé à ce manga est plutôt intéressant et plutôt impressionnant dans la mesure où à la base c'était un webcomic et qu'on est très loin du circuit traditionnel d'un manga et d'un mangaka où il y avait plutôt entre guillemets une sorte d'auto-édition mais d'auto-publication en ligne, ce qui court-circuitait on va dire le circuit normal. Et ensuite, finalement, il s'est retrouvé dans le circuit normal parce qu'il a fait un court-circuit avant et il a fait un peu toutes les étapes dans un ordre aléatoire. J'ai trouvé l'étape de recherche sur ce manga était très intéressante à ce niveau-là. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur le manga Relife. J'espère qu'il vous plaira ou qu'il peut vous plaire, qu'il peut intéresser des gens d'entre vous. C'est un manga par contre en format papier qui est un peu plus cher à se procurer, on va pas se mentir, parce que c'est en couleur. Bon alors là c'est pas ce qui se voyait le plus, surtout avec les reflets de caméra, parce que genre voilà, le fond est vert.
C'est un manga qui coûte un peu plus cher, genre une dizaine d'euros le tome. Ça picote un peu à l'achat. C'est quand même facilement 3 euros de plus. Voilà, vous voulez un exemple? C'est 3 euros de différence entre ces deux mangas. Parce qu'il est entièrement en couleur et qu'il est de taille un peu plus grande. Donc c'était sûrement d'autres presses qui sont moins utilisées. Et bon bah ça va maintenant que c'est une série finie. Vous savez que vous n'allez pas vous ruiner dedans. Mais voilà, globalement, la série coûtera plus cher à tome égal que d'autres séries. Pour t'acheter un dixième d'un tome, merci Verirung. Merci Verirung, merci beaucoup. Promis, je l'achèterai en avril quand il sort et je penserai à toi, je te ferai une dédicace. Voilà, c'était tout pour notre Védothèque d'aujourd'hui. J'espère que le contenu vous a plu, j'espère que le format vous plaît toujours également. N'hésitez pas, si vous avez envie, à laisser des commentaires par rapport au manga, par rapport au format. Que vous soyez content ou que vous ne soyez pas content. Quand vous n'êtes pas content, j'aime bien que ce soit constructif, histoire que je puisse améliorer la chose. Nous allons nous laisser ici pour cette Védothèque. On se retrouve directement en live sur l'Aftertech. On se retrouve samedi en VOD pour l'Aftertech. YouTube, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve mercredi prochain pour ta nouvelle Védothèque. J'espère qu'elle te plaira beaucoup. En attendant, passe une bonne soirée, passe une bonne semaine, et je te dis à la prochaine. Bye bye.